Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet médical assez sérieux. L'embolie pulmonaire. L'épée, comme on dit souvent. Oui, et plus précisément ses formes les plus graves, celles qu'on appelle à haut risque. Exactement. On s'appuie pour ça sur des documents, des extraits d'un chapitre de médecine intensive réanimation. L'objectif, c'est de comprendre ensemble ce qu'est une épée grave, comment on la repère et quelles sont les toutes premières étapes de la prise en charge d'après ces textes. C'est ça. En gros, c'est un caillot qui vient boucher une artère des poumons. Simple sur le papier, Mais la gravité peut tout changer. Surtout quand le pronostic vital est engagé à très court terme. tout à fait. D'ailleurs, les sources font bien la différence. Il y a les épées où la tension artérielle chute, où il y a des signes de choc. Ça, c'est le haut risque. Et puis, il y a les autres. Et les chiffres font froid dans le dos pour ce haut risque. Ah oui, la mortalité dépasse les 25% et ça peut même monter jusqu'à 65% si le patient fait un arrêt cardiaque. C'est énorme. Impressionnant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même sans cette chute de tension au départ, d'autres signes peuvent alerter. Si le cœur droit montre des signes de fatigue ou si un score de sévérité comme le SPESI. Le SPESI, c'est ce calcul rapide pour évaluer le risque épais. Exactement. Ça combine plusieurs facteurs simples du patient et donc un score élevé classe l'embolie en risque intermédiaire haut ou haut. Ça veut dire surveillance rapprochée indispensable. D'accord. Donc cette classification, elle est clé pour savoir à quel point c'est urgent. Mais alors, concrètement, comment ça se manifeste une épée à haut risque d'après ces textes? Les documents décrivent surtout deux grands tableaux. D'abord, l'état de choc cardiogénique. C'est la conséquence directe du blocage massif. Le caillot est gros, il empêche le sang de passer dans les poumons. Et le cœur droit fatigue. C'est ça. Le ventricule droit, qui doit pousser le sang vers ses poumons bouchés, il n'y arrive plus. Sa charge augmente brutalement. Et ça peut mener à une défaillance cardiaque très vite. D'accord, ça c'est le premier scénario. Et le deuxième? Le deuxième, c'est l'insuffisance respiratoire aiguë. Souvent, c'est une détresse respiratoire soudaine. Le patient a du mal à respirer, d'un coup. Et là, vous disiez que ça peut être piégeux. Oui, parce que parfois, et c'est assez surprenant, quand on écoute les poumons avec un stéthoscope, on n'entend rien d'anormal. L'auscultation peut être claire. Ah oui, c'est contre-intuitif ça. On s'attendrait à entendre quelque chose si le problème vient des poumons. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des contextes particuliers, des profils de patients où il faut être encore plus vigilant, des facteurs de risque? Oui, les sources en listent plusieurs qui sont importants. On peut les regrouper un peu. Il y a tout ce qui tourne autour de l'immobilité ou d'une agression récente du corps. Par exemple, une chirurgie qui date de moins de 3 mois ou un alitement prolongé. Logique. Ensuite, il y a des conditions qui modifient le sang lui-même, qui le rendent plus coagulable, si on peut dire. Comme le cancer? Oui, un cancer actif, c'est un facteur majeur, surtout s'il y a une chimiothérapie en cours. Les textes donnent d'ailleurs un exemple clinique là-dessus. Il y a aussi la prise de certains traitements hormonaux, comme la pilule œstroprogestative. D'accord. Et les antécédents? Ah oui, un antécédent personnel de phlébite ou d'embolie pulmonaire, ça compte beaucoup. La grossesse aussi, ou la période juste après l'accouchement. Et puis simplement l'âge. Avoir plus de 65 ans, ça augmente le risque. Bon, donc si on suspecte fortement une épée grave chez une personne qui a un ou plusieurs de ces facteurs, quels sont les signes physiques là, tout de suite, qui doivent faire hurler danger? Alors là, il faut chercher activement les signes de choc. Ceux qui montrent que les organes vitaux ne reçoivent plus assez d'oxygène. C'est-à-dire? Ça peut être des marbrures sur la peau, souvent au niveau des genoux, des extrémités, les mains, les pieds qui deviennent froides. Il y a aussi le temps de recoloration cutanée. On appuie sur la peau, elle blanchit et on mesure combien de temps elle met à redevenir rose. Si ça prend plus de 3 secondes, c'est pas bon signe. Et puis, bien sûr, la tension artérielle. Si elle est très basse, la systolique, sous 90 mmHg, ou si elle chute brutalement de plus de 40 mmHg et que ça dure plus de 15 minutes. Et le début urinaire, Oui, une diminution de la production d'urine, c'est aussi un signe de choc. Et il y a d'autres indices. Les veines du cou qui sont gonflées, ce qu'on appelle la turgescence jugulaire, ça montre que le cœur droit peine. Un pouls très rapide, souvent au-dessus de 110 battements par minute. Ou une saturation en oxygène qui reste basse, sous 90%, même si on donne de l'oxygène au patient. Ok, c'est un tableau assez dramatique. Face à ça, on imagine que la réaction doit être immédiate. Quelle est la conduite à tenir en urgence selon les documents? Absolument, chaque minute compte. L'approche décrite repose sur 3 piliers, à mener en même temps. D'abord, soutenir les fonctions vitales qui flanchent, la respiration et la circulation sanguine.
c'est le traitement symptomatique. Concrètement ? Concrètement, on donne de l'oxygène à haute concentration pour corriger le manque d'oxygène dans le sang, l'hypoxémie. On peut mettre des fluides par perfusion, du sérum salé par exemple. Mais attention, Oui. faut être très prudent sur les quantités. Les textes insistent là-dessus, moins de 500 ml. Parce qu'il ne faut surtout pas noyer ce cœur droit qui est déjà en difficulté. Ça pourrait aggraver les choses. D'accord, remplissage très prudent. Et si la tension reste basse malgré ça ? Alors là, on passe aux médicaments vasoconstricteurs, comme la noradrénaline, en perfusion continue, pour faire remonter la pression artérielle et assurer une perfusion correcte des organes. Ça, c'est pour le soutien vital et le traitement de l'embolie elle-même. C'est le deuxième pilier essentiel, et il faut le démarrer très vite, dès que la suspicion de paix grave est forte. L'anticoagulation efficace. Avec quoi ? Le document mentionne l'héparine non fractionnée, l'HNF, en intraveineuse continue. C'est un peu le grand classique dans ce contexte critique. On fait une dose de charge, un bolus. Puis, on adapte la vitesse de la perfusion. Le but étant d'empêcher le caillot de grossir. Exactement. Empêcher l'extension du thrombus et la formation de nouveaux caillots. Bon, on stabilise, on donne de l'oxygène, des fluides avec précaution, éventuellement de la noradrénaline, et on commence l'héparine. Mais il faut bien confirmer que c'est une EP, non ? Comment on fait ça dans l'urgence ? Très bonne question. Quand le patient est en choc ou en hypotension, les outils habituels, comme les scores de probabilité clinique ou le dosage des dédimères, ils perdent de leur intérêt. Pourquoi ? Parce que dans ce contexte de gravité, la probabilité d'épée est considérée d'emblée comme très forte. Donc on passe directement aux examens d'imagerie pour confirmer. Lesquels ? Il y en a deux principaux. Le premier, c'est l'angioscanner thoracique. C'est un scanner spécialisé qui permet de voir directement les caillots dans les artères pulmonaires. C'est l'examen de référence. S'il est disponible et si le patient peut y aller. Voilà, c'est la condition, il faut qu'il soit disponible immédiatement et que l'état du patient permette le transport jusqu'au scanner. Ce qui n'est pas toujours le cas quand il est très instable. Et s'il ne peut pas y aller ? L'alternative ? L'alternative, qui est cruciale dans ce cas, c'est l'échographie cardiaque transthoracique, l'ETT. On peut la faire au lit du malade, sans le déplacer. Elle voit le caillot ? Pas toujours directement. C'est rare de voir le caillot lui-même dans le cœur ou l'artère pulmonaire avec l'écho. Mais elle cherche des signes indirects très importants. Des signes que le cœur droit souffre ? C'est exactement ça. Elle va chercher une dilatation importante du ventricule droit, des anomalies dans la façon dont ses parois bougent, ou un mouvement paradoxal du septum, la paroi entre les deux ventricules. Ces signes montrent que le cœur droit est submergé par l'obstacle pulmonaire. D'accord, je vois. Donc soit le scanner, si possible, soit l'écho au lit pour avoir des arguments forts rapidement. Bon, si on devait faire une synthèse rapide de ce qu'on a vu dans ces documents, l'embolie pulmonaire, ça peut être grave, voire mortel. Oui. Sa forme à haut risque, celle avec le choc ou l'hypotension, c'est une urgence absolue. Il faut la reconnaître tout de suite et agir. Soutien vital, anticoagulation sans attendre et confirmer le diagnostic par imagerie en urgence. C'est tout à fait ça. La chaîne de survie repose sur cette reconnaissance et cette action immédiate. Et d'ailleurs, pour lancer une dernière piste de réflexion, un point que ces textes soulèvent, c'est celui de la thrombolyse. La thrombolyse, c'est le traitement qui dissout le caillot ? Oui, c'est ça. C'est une option thérapeutique puissante qu'on envisage dans ces EP très graves avec état de choc pour essayer de déboucher rapidement l'artère. Mais j'imagine qu'il y a des risques. Énorme. Le risque principal, c'est l'hémorragie, et ça amène à un dilemme vraiment terrible qui est un peu suggéré dans un exemple des textes où on parle de chercher des métastases cérébrales avant. Comment on choisit, là, dans l'urgence, en quelques minutes, entre le risque de laisser le patient mourir à cause du caillot, qui bloque tout, Et le risque de provoquer une hémorragie potentiellement fatale, au cerveau par exemple, avec ce médicament qui dissout le caillot. Exactement. Cet arbitrage critique entre deux dangers immédiats et majeurs, c'est vraiment un défi permanent et extrêmement complexe en médecine d'urgence. Une décision très lourde, effectivement. Ça laisse matière à réfléchir sur la complexité de ces situations extrêmes. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.